c'était un peu court, jeune homme. On pouvait dire, Dieu, des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Et à qui que vous parlez là? Je me prépare un petit discours pour mademoiselle Sélénignac ou mademoiselle Popoff. Surveillez votre ton, s'il vous plaît. Je m'amputasse, d'accord, je vais amical, mais doit tromper dans votre tasse. Je préfère. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe descriptif. C'est un roc. Ah oui, c'est un pic, ah, c'est un cap, oh que oui, ah, que dis-je, que c'est un cap, non, ah oui, c'est une péninsule, ah. C'est à moi de... Dégage. Tu t'en fous de moi? Toi là-bas, je t'ai reconnu, j'ai oublié ton nom, mais je t'ai reconnu quand même, l'espion là, je t'ai reconnu, t'es en train de m'imiter, de curieux, de quoi c'est ton blond capsule, d'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Ciseaux. Ah oui, gracieux, ah oui. Aimez-vous à ce point les oiseaux que partennellement vous... Je sais. Ah, Je sais pas. ah oui, regarde mon couteau, toi, si tu m'en coupes encore. Je sais, non. Nous, entre filles, laisse-le pas Bridger réciter, c'est pas vous, oui. Séléniac. Allez, on devrait aller prendre un bain. Oh non, bah non, pas au mot. Dis-tu, un bain? Ah. Si Joe, il veut pas venir avec nous prendre un bain. Non, d'accord. Taisez-vous, je vais finir le texte ici, on va prendre la main. De tendre ce perchoir à leurs petites pattes, truculent. Ça, monsieur, lorsque vous prétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez? Sans qu'un voisin ne crie au feu de la cheminée, prévenant, gardez-vous votre tête entraînée. Qu'est-ce que tu dis, ma tête? Mais pourquoi tu me coupes? J'étais lancé. Je les prends de bain avec... Et je croyais que c'était pour moi le joli poème. D'accord, c'est pour toi. Je continue. Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Sol. Ah oui, il se moque de toi, il dit que t'es grosse, ah oui. C'est ce que je comprends, et moi qui voulais venir prendre un bain. Non, attends, tendre. Faites-tu lui faire un petit parasol de peur que sa couleur de soleil ne se fane. Pédant. Je préfère, c'est déjà plus... Vous me prenez pour une jolie rose délicate, Rose, c'est quoi rose, ça n'existe pas sur Zéro l'oignon, je sais pas ce que c'est. Bon, pédant, l'animal seul, monsieur Caristophane, appelle Hippocampetéléphantotocamélos, du avare sous le front tant de chair que d'os. Cavalier, quoi l'ami, ce croc est la mode. Qu'est-ce que tu m'as encore coupé toi? Oh oui, on va jouer, on va casser des os. Oh, qu'est-ce que tu... Oh, c'est quoi que t'as dans les mains? Oh. Pour prendre son chapeau, ah oui, c'est vraiment très commode. Empathique, aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, accepter le Mistral. Alors, on parle de moi? Oh, ah oui. Ah. Bon, taisez-vous, on va finir le poème vite fait là, parce que sinon à ce rythme-là, tout le monde, ils vont tous partir là. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Ta gueule la poule. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Continue. Ah oui, naïf, ce monument quand la visite-t-on. Mais arrête de manger à côté de moi. Continue. Respectueux, souffrez monsieur qu'on vous salue. C'est là qui s'appelle avoir pignon sur rue. Ouais, le pignon sur rue. Campagnard, comme le pâté. Et Hardet, c'est un nanin. T'es pâté de campagne.
C'est quelqu'un navet géant ou bain. Des navets, c'est pas. Quelqu'un un melon nain. Militaire. Comme nous. Comme nous. Pointez votre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyram en ce sanglot, le voilà donc, ce nez qui, des traits de mon maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traite. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous avez eu un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres. Vous n'en avez jamais eu, vous n'en avez jamais eu un atome, et de lettres. Vous n'avez que les trois qui forment le mot « so ». Eussiez-vous eu, d'ailleurs, l'attention qu'il faut. Voilà, l'invention qu'il faut. Pas tarder. Pour pouvoir, là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez peut-être pas articulé la quart. De la moitié du commencement d'une quart. Je me les sers moi-même, avec assez de verbe. Mais je ne me permets pas qu'un autre me les serve. C'est bien fini, c'est là. Qu'est-ce qui se passe dans le vaisseau? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? La mission, c'était quoi, soldat? J'étais en train La mission, c'était quoi, soldat? D'accord, je reprends le manche avec... Mademoiselle Sénignac, que vous pouvez... La mission! D'accord, la mission. Salutations à tout le monde. Bon, excusez-nous pour ce petit délire de commencement, pour ceux qui viennent pour la première fois de mettre cette chaîne. Et ou ceux qui l'ont déjà lu et qui viennent et qui voient un bégayeur qui lit de la poésie. D'abord, c'est pas un bégayeur, c'est un personnage de l'histoire que nous sommes en train de raconter en ce moment qui s'appelle Reflet Brisé. Et le personnage en question, c'est Lou Dix et qui accompagne quelques-uns de ses amis. Non, pas la poule, elle joue pas dedans. Et ce texte, ce merveilleux texte d'Edmond Rostand, tiré de la pièce Cyrano de Bergerac, que vous aurez certainement reconnu pour ceux qui l'auront reconnu. Des rimes à la noix, quoi. Voilà, c'est des rimes, voilà. Donc, j'espère, si ça vous a pas plu, bah tant pis. Si ça vous a plu, en version bégayée, c'est quand même un peu chiant. Mais on va dire que Ludix ne bégaye pas. C'est un nerveux qui parle rapidement, du coup, ça fait bégayer. N'est-ce pas? Alors, Takakura, comment vas-tu depuis la dernière fois Je vais bien. Ça va. Avec, hein, là je viens du fond de l'océan, j'ai été faire un petit tour. Faut aller pêcher, hein, c'est chiant, toujours ramener des créatures pour manger. Une sirène sur la queue. Enfin, oui. Donc, voici la 4e partie. Donc, dans les 3 premières parties, nous avons eu à faire une planète en autodestruction. Les voyageurs ont décidé pour sauver leur race entre guillemets, de partir en vadrouille à la recherche d'une nouvelle planète. Et donc, ils sont tombés sur un espèce de truc, d'une tempête cosmique qui les a bloqués pendant un moment. Ils ont enfin arrivé à destination. Et là, c'est l'invasion. Donc, on a kidnappé le président de la planète, il y a le nouveau qui le remplace, et nous arrivons en 7-8. Avec nos personnages, nous avons Mademoiselle Soporov, qui parle comme ça, et puis des autres. Alors, allons-y, nous sommes partis. Donc, bonne écoute, et puis tout au lire, la prochaine fois, c'est lui qui devra lire de la poésie en aboyant, peut-être que ça marchera mieux. Enfin, allez, voilà. Bon, c'est moi qui vais parler. Bon, allez, c'est bon. Là. Voilà, c'est bon. Allez, on est parti. C'est bon? Voilà, ça va, c'était. Donc, reflet brisé, 4e partie. L'Éminence était sur le point de décoller. Les voyageurs se préparaient pour le départ. Ne vous bilez pas, on revient vous chercher dès que la planète sera saine, promit Dix. Soporov, il a mis. J'aime pas les surprises. Quand un architecte François Blanc et que les fondations sont construites, il ne dit pas d'un coup, on va rajouter ça. Vous savez, moi je suis un militaire, alors... Il sait, dit Nikita, pour finir sa phrase. Vous le faites pas dire. Je suis le chauffeur. Je viens de déposer Elmer. J'arrête. Et l'autre
dingue, super sexy au couteau. Et vous, je vous ramène là-haut. Après, je me tape un roupillon. Dites, quand tout sera fini, ça vous dirait un dîner avec un pilote talentueux? L'astronome se mit à rire. Mais vous êtes un peu trop courant à mon goût. Dix le voit les bras au ciel. Oh, oui, mais je n'avais qu'une fille à la fois. Avec mon maigre salaire de pilote, de vous obliger. Si vous étiez tout à ma table, ça me ruinerait. Avec ça, il y a les fleurs, il y a les chocolats, C'est bon. Papillon. L'arrêta Soporov. Peut-être bien que je vous laisserai une chance. C'est super. Je ne demande pas moi. 4 secondes plus tard, le vaisseau était à la maison mère. Quant à l'astronome, arriva au laboratoire, accompagné de l'ex-président, sous bonne escorte. Cassandra, Lawrence l'accueillit. Déjà de retour? Eh oui, fit-elle, nos ordres ont changé, soupira Nikita. Ah, c'est les têtes réduites. Comme ils ont beaucoup d'espace vide dans leur boîte crânienne, ils changent sans cesse d'idées. Ça doit être ça. Si les gens d'exception comme nous étions au pouvoir. Ah, la paix sur terre aurait les hommes, poursuivit la spécialiste du comportement. Amen. Sonna Nikita. Ainsi qu'il soit fait. L'homme a créé Dieu. Dieu a créé la terre et l'homme a détruit l'invention du précédent. Le prisonnier commençait à s'agiter. En plus, on est en sécurité ici. Laissons les têtes réduites s'amuser entre elles, conclut Cassandra. Madame, vous êtes des extraterrestres et vous m'avez enlevé. Gémit l'invité forcé. Le domestique servile ouvrit la portière arrière du véhicule à Elmer. Oh, ça ressemble à un insecte et je dois me faire gober, songea le politicien. Celui-ci s'installa. Il était séparé dans un espace immense, mais isolé du chauffeur. Sans doute une protection. L'homme d'État entendit le ronronnement de ce moyen de transport qui flottait à 1 mètre au-dessus du sol. La paroi qui le séparait de l'avant à l'arrière s'alluma. Où allons-nous, monsieur le président? Dit le conducteur. Oh, vous? L'homme à la casquette sourit. Hé, vous croyez que j'étais venu ici pour un pèlerinage? Vous savez qu'on appelle ces moyens de locomotion des libellules? Par là, Bruno Jarrette. Oh, non, répondit Elmer sans grand intérêt pour les paroles de l'espion. Alors, où va-t-on? Interrogea le chauffeur. Oh, nous allons à un endroit appelé B157, une base secrète sans doute. Ok, mais si vous permettez. On doit s'arrêter un instant pour prendre un passager. Informa l'agent secret. Un quoi? Le véhicule se posa. La portière coulissa. Ah oui! Salut, alors vous faites à votre nouvelle vie? Et votre nouveau petit ami, il est comment? Ah oui! Balança Rita en s'asseyant sans gêne. Elmer grogna. Le véhicule redémarra. Monsieur le président, nous avons besoin d'une carte que vous possédez, ainsi qu'une empreinte de votre pouce. Ensuite, cet engin fera le trajet. Commenta l'agent secret. Très bien, obéit le politicien en tapant ses poches. Ah oui, j'espère que vous ne vous êtes pas trompé de costume, s'inquiéta Rita. Oh, moi aussi, dit Elmer, soucieux en se palpant à toutes les extrémités. Mais où est cette bon Dieu de carte?
On entendit un déclic et la clé magnétique tomba de sa poche mouchoir. Le politicien l'a pris aussitôt. Ah oui, ingénieux le système, siffla la tueuse. Elmer avait déjà introduit la carte et il frottait son pouce sur un pupitre qui était apparu. J'arrête l'achat, le volant. Voilà, ce bolide va faire le tour du monde. On fait quoi en attendant? Le véhicule planait dans un sentier depuis une vingtaine de minutes. Les voyageurs étaient encerclés par la flore. Des arbres gigantesques se dressaient au-dessus d'eux, tels des gardiens. Ah oui, et ce machin est détraqué ou quoi? Il nous a le planté dans une forêt là, oui. À moins que des druides soient les occupants de cette base, parle Rita. Vous savez la définition de base secrète? Raya, j'arrête. Ah oui, j'en suis une, répondit la tueuse. Que c'est cette connerie? Jura l'espion. Qui a-t-il? Questionna le président. Un tronc gigantesque nous bat la route. Un quoi? Parla Elmer en regardant l'écran devant lui. Que va-t-on faire? Cet engin va rentrer en collision, s'inquiéta le politicien. J'en sais que dalle. À moins que... Oh, à moins que quoi? Répéta Elmer. Mademoiselle Rita, veuillez vous planquer. Ordonna j'arrête. Oui, quoi? Pourquoi? Dit la tueuse en regardant ses ongles distraitement. Faites ce que je vous dis! Hurla le chauffeur. Ah oui, très bien, très bien. La fille tira la bretelle de son soutien-gorge et disparut. Le véhicule ralentit pour se stopper à quelques centimètres de l'arbre mort. On a eu chaud, ce véhicule peut contourner les obstacles, souffla le politicien. Non, ce n'est pas ça. Il y a autre chose, monsieur le président. Le contredit l'agent secret en regardant partout autour d'eux. Oh, qu'y a-t-il d'autre? À ce moment, un cercle déchira un énorme chêne. Ce rond ressemblait à une fenêtre. J'arrête! Ne s'était pas trompé dans son attitude, quand un homme apparut dans l'encadrement du feuillu. Malaise, le camouflage. Sifflota le passager. Avant. Elmer ne parla pas, interloqué. Monsieur le président, il va falloir agir. Des militaires sortirent d'un peu partout et encerclèrent les passagers. Vos papiers d'accréditation, ce secteur est interdit, gueula un soldat qui menaçait Jarrett d'un énorme fusil. On se calme, l'ami. Mon badge, je le trimballe à l'arrière. Le chauffeur appuya sur un bouton et la vitre arrière se baissa. Oh, bonjour, soldat, chanta Elmer. Le soldat, l'air menaçant, visa le passager un court moment. Désolé, monsieur le président, dit-il en baissant son arme. Les hommes là autour en firent de même. C'est de rien, vous faites votre travail, le rassura Elmer. Nous allons à la base et poursuivit-il. Je suis désolé, mais le protocole veut que... coupa le guerrier. Oui, le protocole, je vois, c'est normal, stoppa à son tour le politicien calmement. Mon chauffeur va vous donner ce qu'il se doit. Jarrett sortit une carte de sa veste et la tendit au soldat. L'homme se dirigea vers la cabine déguisée en arbre. L'animal, à l'intérieur du tronc, fit des gestes dans cet espace réduit dès qu'il eut la carte. À la fin de cette opération, le soldat redonna l'objet. Le militaire revint vers eux. Tout est en ordre, dit-il. Tu m'étonnes que tout est en ordre. Taquina Jarrett. Le soldat ne prit compte du sarcasme. Vous pouvez passer. L'agent ne put retenir un rire. Eh mon gars, il y a un arbre géant devant nous et... Les trois passagers sentirent une secousse. Puis, ils virent le sol s'effondrer sous leur poids. Un putain de monte-char, je l'avais pas vu venir celui-là, commenta Jarrett interloqué. Le véhicule se posa sur un rail et commença à se mouver. L'architecte du coin a fait du bon boulot avec cette base. Félicita le chauffeur. Oh, oui, il est clair, poursuivit le politicien. Le trajet dura une centaine de mètres, puis s'arrêta. Un homme arriva, la main en l'air, avec des pas précieux à leur rencontre. Il ouvrit.
Bonjour, monsieur le président, parla-t-il joyeusement avec une voix aiguë. Elmer sortit. Permettez-moi de vous aider, dit le nouvel arrivant en prenant le bras du politicien. Je suis heureuse de te revoir. Mon cœur, tu m'as manqué. Elmer se dégagea aussitôt de la prise. Je n'ai... On verra ça plus tard. Pour l'heure, je voudrais connaître les détails de cette urgence, dit sèchement le président. Le gars parut déçu. Eh, et dans tes mauvais jours, ma poule, dit-il. Plutôt bien foutu, chauffeur. Et il a mal dit la phrase, on va essayer de la répéter quand même. Eh, excusez-nous. Mais j'ai tellement de choses aussi. Alors, tu vas te la Et dans tes répéter? mauvais jours, ma poule. Dis, il est plutôt bien foutu, ton chauffeur. Voilà, c'est plus logique. Reprenons le cours de l'histoire. Mordons encore. Je t'ai dit que ce n'est pas le moment, rugit le politicien. Très bien, monsieur le président. Mal luné. Nous avons détecté une invasion dans notre espace, récita le domestique. Ont-ils pris contact ou fait preuve d'agressivité? Se renseignant le maire. Pour l'instant, il reste planté. Nous vous attendions pour savoir ce que nous devions faire. Elmer retira les mains qui parcouraient tout le corps de tout son corps. On attend et on voit venir. S'il y a du changement, avertissez-moi aussitôt. Je serai dans mon bureau. Le politicien s'avança. Excusez-moi, monsieur le président, mais votre bureau se trouve par là. L'arrêta Jarrett. Elmer resta figé. Au bout d'un laps de temps, il reprit une contenance. Je suis tellement occupé, il y a tant de bases et je ne sais plus où et quoi. Je te comprends, monsieur le président, dit l'employé. Nous avons énormément de travail. Allez faire le vôtre, très cher, dit Elmer en souriant. Très bien, monsieur. L'homme s'éloigna. Bruno rejoignit le politicien. On dirait que vous avez un petit ami. Railla l'espion. Oh, comment saviez-vous pour le bureau? Disons que nous apprenons nos devoirs, contrairement à certains. Mon cœur, dit-il sur le même ton. Hein? Mais vous étiez à au moins 5 mètres de nous et nous chuchotions. Encore un truc sur moi, parla l'espion d'un air mystérieux. Il a dit sur les lèvres, la chute. Oh, moi aussi, je sais un truc, troncha Elmer. Le gentil domestique? Un faible pour mon chauffeur. J'arrête à sa salive. De travers, les deux hommes allèrent vers un ascenseur. Une tueuse invisible leur emboîta le pas. Sur Zéolonia, le temps semblait durer pour Skyper. L'homme de terrain qu'il était devait jouer à l'hôtesse de l'air, sous le regard de cette fine de lui. Marcel bâilla. À cette heure, Nikita devait avoir fait sa part de boulot. Une astronome espion, un militaire qui s'occupait de faire embarquer des passagers et un président qui commandait tout un bataillon. Vraiment, il vivait une drôle d'époque, songea-t-il en soupirant. Il rangea sa pièce. Il n'avait pas envie de se distraire. J'espère que ce foutu Elmer n'a pas fait sauter la planète. Parla Marcel à lui-même. Lui arriva avec deux hommes. Tel un chien, il remuait la queue. Alors, sergent, s'adressa le serviteur à Skyper. Colonel, trancha le soldat. Pardon, questionna lui avec dédain, tout en regardant ses ongles. Je suis colonel, insista Skyper. Ah, c'est pareil, et puis nous n'avons pas le temps pour ce genre de baliverne, envoya l'homme. Marcel savait que ce paillasson faisait exprès de lui parler avec désinvolture, de le provoquer. Le bougre se sentait protégé. T'inquiète,
Ça ne durera pas, gaillard. On en reparlera, songea le soldat, en s'imaginant le dialogue suivant. Lui et ses poings. Les hommes costumés montrèrent un badge. Marcel regarda sur la longue liste. C'est bon. L'équipage doit bosser. Il n'y aura personne pour vous chaperonner, informa Skyper. L'individu ouvrit une flasque avec un contenu bleu. Il le tendit à son partenaire. Hé hé hé, oui, oui, nous savons. Et on n'a pas besoin que quelqu'un nous torche. On gère, répondit l'un d'eux. Les costumes noirs pénétrèrent dans la cabine. Chacun leur tour et disparurent. Les deux scientifiques regardaient des points lumineux sur un écran, jusqu'à ce que les lucioles arrêtèrent de se mouvoir. C'est bon pour les premiers cambristors, ils sont opérationnels. Encore 2 autres et on pourra étudier le spécimen, dit gaiement Lawrence en regardant le président endormi sur une table. Il avait fait preuve de résistance, alors les filles avaient dû l'assommer chimiquement. Il a l'air de faire un roupillon paisible, parla Soporov, en observant le spécimen. Il en a de la chance, répondit Cassandra avec envie. La porte du laboratoire s'ouvrit. À ce moment, 2 hommes en costume entrèrent. L'homme, en costume, prit la flasque de son coéquipier. Il but quelques gorgées, puis... Tu m'étonnes. On va quand même lui rajouter une couverture douillette, dit-il, en se massant les tempes, tout en jetant la flasque à son coéquipier. Le corps tressauta, puis un tas de poussière le remplaça. Les 2 femmes se levèrent tétanisées par ce spectacle. Pourquoi avez-vous fait ça dit Cassandra outrée. On n'avait pas fini avec... Qui êtes-vous? On en référera au colonel Skyper. Vos gueules, les grosses têtes, ordonna l'un des gars. Skyper n'est qu'un pion, continua l'homme. Il tendit la flasque à son coéquipier. Le 2e homme tenait la flasque. Ne semblait pas vouloir la rendre à son coéquipier qui la lui vola des mains. Et lui, Il désigna le mont de cendre. il n'est d'aucune utilité. Les 2 tueurs se mirent à la droite et à la gauche des 2 scientifiques qui étaient faites en statue de peur. L'homme, en costume, sortit une nouvelle flasque de son holster, car ils en avaient beaucoup. Et vous avez fini votre mission. Vous allez prendre un peu de repas. Il tendit la bouteille à son collègue. Oui, que dites-vous? On a encore besoin de nous, se défendit Nikita. Il reste de cambristors à envoyer. Et il faut étudier la planète. Je vois, l'interrompit Cassandra. Il n'est pas question de sauvetage de notre race. Seule une élite sera choisie. Les 2 en costumé massèrent leurs tempes, simultanément. La base était une vraie fourmilière. Les soldats, les savants travaillaient main dans la main. La situation était critique depuis qu'ils avaient vu un engin dans l'espace. Jarrett et une jeune femme échangeaient des idées tout en jouant des coudes pour éviter de se cogner à cette ébullition humaine. Le président est inquiet, dit Bruno à la fille. Le couple arrivait au sommet d'un escalier. À l'heure où nous parlons, les étrangers n'ont ni entré en contact, ni fait preuve d'hostilité, répondit la demoiselle. Oui, Je m'arrête pas de le dire au président, c'est soit le calme avant la tempête. Oui, ils sont pacifistes, conclut-elle. Soudain, l'articulation de la fille se plia. Elle tituba et partit tête la première vers les marches. L'agent secret l'attrapa juste à temps par la ceinture de la jupe. La femme battait les bras. La bande de cuir cassa.
La fille dévala les escaliers. Un attroupement se fit rapidement autour du corps. Jarrett en fit de même. Il s'agenouilla pour palper le cou. La pauvre, elle est morte. Enseigna-t-il au badaud. Allez chercher une civière pour transporter le cadavre. Ordonna-t-il. L'espion abandonna les curieux. Il emprunta un couloir. Il s'arrêta pour consulter un agenda. Bien joué, Madame Morita. Félicita l'homme, les yeux sur le carnet. Ah oui! Avec ce genre de gadget, on ne peut pas rater sa proie! Répondit une ombre dans un recoin sombre. La tueuse sortit. Ah oui! Il faut sortir aussi! Il faut aussi dire aussi que je suis sortie première de ma promotion! Se flatta-t-elle. Bruno ferma le feuillet et le rangea. Je vais prévenir le professeur Lawrence de nous rejoindre pour jouer le rôle de cette pauvre malheureuse. Informa l'espion. Ah oui! Qu'elle rentre dans la danse! Plus on est de fous, chanta la tueuse. Bon, il y a encore du boulot, Reprit l'agent. Ah oui! Alors aussi sur la liste! Envoya Rita en se frottant les mains. Elle disparut comme un spectre. L'homme gratta la porte comme une caresse avec des griffes. Ma grande femme, t'es là? C'est ta friandise, susurra l'invité en recommençant son geste. Depuis qu'il connaissait les goûts particuliers du chef de l'État, la vie de Léon avait littéralement changé. De simple majordome, il était devenu amant. Le président en avait des exigences, ainsi qu'un appétit sexuel gargantuesque. La seule chose que Léon devait faire était d'être beau et de se taire, car le politicien ne voulait pas entacher sa carrière. Léon tapa le code de la porte que l'homme d'État lui avait donné. Après un bip, celle-ci s'ouvrit. La pièce était plongée dans l'obscurité. Mon grand dictateur de Mehdi, je suis là! Coucoula Léon. Le domestique actionna la lumière. Bah, quelle horreur! Le gars de là maintenant, ça m'a mal fait son boulot. Le méchant garçon, il faudra que j'aille lui dire deux mots et une fessée sur ses deux joues pour la punir. Par là, Léon, sur un taux foncement aigu, en regardant un monticule de poussière. Le président est là. Le président est là? Interrogea Jarrett qui surgit derrière l'homme. Léon sursauta. Le vilain, il m'a fait peur! Le domestique posa sa main sur la poitrine de Bruno. Non, à part le mont Everest de la poussière, le chéri n'est pas là, répondit le serviteur en malaxant les pectoraux. Quoi? Des poussières, vous dites? Demanda Bruno en faisant le tour de la pièce au-dessus de l'épaule de Léon. Il en profita pour enlever cette main qui le répugnait. Ben oui, mon mignon, mon sucre est plutôt cracra, minauda Léon. Votre quoi? Demanda Bruno. Léon haussa les épaules. Il tapota la joue de l'espion. Il fit un pas dans la pièce. T'en fais pas, mon beau soldat. La gentille Léon va nettoyer. Non. Un moment, dit l'espion en le retenant avec force par le coude. Ah, mais elle me fait mal. Qu'est-ce que... Les pupilles se figèrent, puis son corps fit une pause. J'arrête. Vit un corps s'émietter en un clignement de paupières. Puis le coude de Léon disparut. En une fraction de seconde, Bruno fit demi-tour et s'enfuit le plus vite qu'il pouvait. C'est une question de mètres, pensa-t-il hors d'haleine. 7 mètres plus loin, il sentit un frisson.
L'un des hommes passa sa flasque, encore une fois, à son collègue. Les hommes en art sortirent du bureau. L'un d'eux se massa encore les tempes. Hé, laisse, il a eu son compte. C'est une question de temps, lui dit son collègue. L'autre obéit aussitôt. Ils regardèrent s'éloigner Bruno en silence. L'homme jongla avec la flasque. Hé, doucement! Puis, bu 3 gorgées, il l'a renvoyé à son collègue. N'importe comment. Et ce corps est désintégré. Pas de... Et tu crois qu'on a envoyé notre équipe, ma sœur? Comment ça? Eh tiens! J'en sais foutre rien! Il faut qu'on s'occupe de la tueuse! Les gars disparurent. Pendant que des tragédies se faisaient en sous-sol, la ville continuait sa vie bien au-dessus. Un immense dôme était le centre de cette civilisation. Telle une ruche, elle protégeait ses ouvriers. Quelques mètres au-dessus de cette mamelle fabriquée dans une matière verte, un ennemi invisible s'apprêtait à l'assaut. Les gars, nous allons bientôt avoir une nouvelle maison, dit joyeusement Dix aux commandes d'un des vaisseaux fantômes. Monsieur, dit-il sur un ton de discours surjoué. Nous savons pourquoi nous sommes là. Pour tuer. Oui, tuer car nous sommes les meilleurs. Ceux qui mourront, eh ben, seront les gros nuls. Personnellement, je n'ai rien contre ce peuple. Mais ils ont un truc que nous voulons alors. C'est comme nous l'avons prévu. Le gratin de cette planète s'est regroupé sous ce dôme. Donc, à mon gars, nous ferons feu. Même si nous sommes les moustiques invisibles, il n'est pas dit que ce peuple... Ce sera piqué son casse-dalle comme ça. Alors, soyez prudentes. Je ne me fais pas débile car vous êtes le best du best. Dès que nous aurons lancé l'attaque, que les hommes de terre se préparent à descendre. Bonne chance. Nous savons que cette demi-boule de glace est protégée par un bouclier. Nos tirs ne seront certainement pas assez balèzes pour l'endommager. Mais notre but est différent. Notre mission est de détourner les yeux pour que notre vrai travail puisse se faire. Celui-ci est un bunker situé en sous-sol de ce dôme. L'aile battue au der coupa la transmission un instant et se tourna vers Thumper. T'es ok, Arachnoïde? L'homme bombe dansait d'impatience. Allez, je veux voir le feu d'artifice. Dis, je peux appuyer? Parla-t-il sur un ton enfantin. Puis, il fit l'amour. C'est con que vous n'avez pas laissé clignoter car la ville serait éclairée dans toutes les rues. Le pilote se frotta les cheveux. Ouais, mais les ordres étaient trop rapides. La surprise, quoi? Alors le travail d'orfèvre envoya Disque tout en essayant de le consoler. Lou ouvrit de nouveau son émetteur. 10 commence. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 et que tout le monde se sert généreusement gâteau. C'est la nation qui régale, hurla-t-il en lançant ses premiers coups de laser. Les éminences fondirent, tels des aigles sur la cité. Une pluie de feu embrasait tout ce qui se trouvait sur sa trajectoire. Les bâtisses, les véhicules, les habitants. Dix envoyait les dards explosifs sur le dôme. On aurait cru que c'était un gamin sur un jeu vidéo. Les gueules des vaisseaux s'ouvrirent et des engins volants qui ressemblaient à des motos commencèrent leur descente.
on entendait un cri de joie dans cette symphonie de mort. Quoi? Casser des os! C'était le grand Dadé qui faisait la course pour arriver le premier. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que les discours, on va donc, Ludix, on a l'impression qu'il bégaye, mais curieusement, il reprend une voix normale dans les discours. Tellement concentré que quand on a fait les deux tueurs, j'ai totalement oublié. Et voilà. Il a oublié ses effets spéciaux. J'avais préparé plein de Ils étaient balèzes. J'avais préparé plein de trucs pour faire. Bon, c'est pas grave, ça pour la prochaine fois. D'ailleurs, j'ai même pas fait boire comme un coup. Mais bon, ouais. Du coup, Voilà, c'était des effets spéciaux balèzes. Un paquet de chips et puis un verre de boisson. Bon, ouais, moi aussi j'ai soif, alors reviens pas. Donc, voilà, donc, pendant qu'il fait son effet spéciaux, on va expliquer deux, trois détails. Bon, quand Ludix, à la base, quand on a écrit le texte, il bégaye pas. Enfin, il n'a pas son énerveusement. On l'a rajouté pour faire un peu plus de trucs. Les hommes en costume, ce qu'on appelle les masseurs, à la base ne boivent pas. Donc on a rajouté du texte qui fait que ça répète beaucoup. Il passe à la flasque, il la repasse. J'aurais mieux travaillé le texte si on avait eu l'idée à ce moment-là. Bon, on a eu l'idée. On a vu là tout de suite sur un coup de. Oui, on a eu l'idée d'en faire deux alcooliques qui se passent une flasque dans leur holster. Au lieu d'avoir des flingues, et ben ils ont des flasques de picole. Enfin, on a trouvé ça amusant. J'espère que ça vous plaira. Sinon, l'espion que j'ai oublié le nom. J'arrête, je crois. Ah ouais, j'arrête. Donc j'arrête. Je change beaucoup de voix parce que c'est un espion. Alors des moments on a l'impression qu'il a la même voix que le président, mais c'est parce que Monsieur l'imite. À un moment j'ai cru qu'il s'était trompé de personnage comme d'habitude il fait. Et là il imitait le petit ami du président. Donc du coup j'étais en train de dire voilà de chiquer. Non, je vais avouer, je me suis trompé. Ah parce que là je crois que tu imitais. Mais j'ai rebondi sur le fait que il est rentré voulant emmerder l'autre. Je me suis dit je vais le faire passer comme ça, c'est pour ça que j'ai continué sur la même voie. Et voilà, alors, donc j'ai cru qu'il s'était trompé, comme ça m'arrive souvent de l'arrêter. Bon, à part la petite phrase où il s'est planté et puis et quand j'ai fait rectifier, sinon on n'a plus vraiment le sens du texte. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Hein. Sinon, t'as des petits détails à ajouter. Les pauvres gonzesses, il y a de gonzesses en moins. Du coup, faut fêter leur mort. On aura plus soporifique, que c'est triste. Sinon, tu veux expliquer c'est quoi les masseurs ou t'attends le prochain épisode? On va les revoir, de toute façon. Bah allez, on va les revoir et logiquement... Faudrait que je lise la suite pour voir ce qu'il y a. Bah oui, ça fait longtemps qu'on a travaillé quand même, hein, mais bon. C'est moi qui fais les dialogues pendant que Monsieur Takakura mange dans son coin. Moi, je fais les dialogues, c'est moi qui. Voilà. Donc voilà. Ensuite, après, je peux expliquer rapidement. Oui. Bon, j'expliquerai mieux en détail un peu plus tard, mais là, on va simplement dire que c'est On sait que chaque élite, que ce soit dans les romans, que ce soit dans les mangas, que ce soit dans les séries télé, que ce soit dans ce que vous voulez, il y a la force armée, il y a les agents secrets, et les élites ont toujours sous le coude des tueurs pour les protéger, justement au cas où l'armée se retournerait contre eux, au cas où il y aurait ça ici pour les protéger. Donc, Alors, protiste. donc eux, ce sont des reptiliens. Non, c'est pas vrai. Non, donc on va dire que c'est des soldats d'élite modifiés qui ont plus ou moins, on va dire, des pouvoirs. Pour l'instant, on va dire ça comme ça. Bon, faut dire qu'ils sont quand même dangereux parce que si les masseurs se retournent contre leur patron, ça peut faire mal. Oui, ça c'est vrai que. Mais bon, peut-être qu'ils ont un dispositif pour pouvoir les contrôler et pouvoir les voilà, tuer. ils peuvent les tuer comme dans Jurassic Park, les petits dinosaures. Peut-être qu'ils vont le tu spoil les gens? Bah, qui c'est qui a pas lu Jurassic Park ou vu le film? Oh, vraiment, hein? On sait jamais, hein. Ceux qui ont été paumés sur une île. Oui, bon. Tu penses à eux et puis qui vrai. viennent juste d'arriver, qu'ils ont loupé Bon, j'ai tout honte. plein de films depuis. J'ai honte. En plus, tu parles de bouffe. Je vais me prendre une fessée. Allez, machette. Bon, j'espère que ça vous a plu. Le prochain épisode qui sera le 5e normalement. Il faudra que je regarde si qu'on approchera de la fin. Bah, je le signalerai. On m'entendra. Oui, la poule, t'inquiète, on t'entendra bientôt.
Bah, pas dans cette histoire, mais bientôt. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc n'oubliez pas les pouces levés pour faire plaisir à tout lire. Et puis à moi un petit peu aussi quand même. Bon, Takakura lui s'en fout. Il sait qu'il va vous regarder de travers. Si, là il est en train de se taper ses chips. Bon, j'aime pas les chips donc ça me dérange. Ceux qui mettent pas de pouce, ça va faire. Voilà, il est en train de cracoter ses chips. Alors, Là, c'est mes os que vous entendez. ah bah c'est ses os, je croyais, bon d'accord. Ça il cracote ses propres os. Bon alors les pouces levés en l'air pour les petits j'aime, ça serait bien. Pas de fuck you parce que bon, d'abord vous pouvez pas. Puisque ce coup-ci s'il y avait un truc qu'on marquerait un fuck you, ce serait ouais bon. Et Ça serait plus amusant. et pas de pouce baissé, des commentaires ça ferait plaisir. En tout cas voilà, un jour ça arrivera peut-être. Peut-être pour Noël, pour me souhaiter un joyeux Noël. Peut-être, va savoir. Bon, allez, on va se quitter. On va vous laisser passer votre journée de boulot. Pendant que Takakura va aller courir. C'est l'heure que tu faire ton jogging quand même. Hein. Malheureusement. Allez. Attends, il pleut peut-être. Non, mais non, il pleut pas, là, ça se sent qu'il pleut pas, là. Là, il pleut pas. Le temps est nuageux quand même. Ah non, mais c'est nuageux, mais c'est des nuages de soleil. Bon, allez, on se quitte. Allez, à la prochaine, les amis. J'espère que le prélude de cette vidéo ne va pas vous faire quitter la vidéo. Parce que bon, reste que Cyrano de Bergerac, c'est une bonne histoire. Même racontée par un fou du vaisseau. Voilà. Allez, à la prochaine. Allez, salut à tous. Éclatez-vous et puis n'oubliez pas de lire de temps en temps. Pour devenir plus balèze que ceux qui sont tout en haut, je me comprends. Hein. Allez, on se comprend. Allez, à la prochaine.